Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire de la sélection de variables avec scikit-learn. Cette technique, comme son nom l'indique, consiste à trouver puis sélectionner les variables les plus utiles au développement d'un modèle parmi toutes les variables disponibles dans un dataset. Il s'agit là d'une des opérations les plus importantes en pre-processing, car lorsqu'on fournit trop de variables à un modèle, notamment des variables qui ne sont pas utiles au modèle, eh bien cela affecte sa performance de façon négative. C'est pourquoi on a développé différentes techniques afin de sélectionner les variables les plus importantes. Allez, je vous propose de voir comment faire tout ça avec scikit-learn. Pour commencer, je vous propose d'analyser un petit peu le contenu du module Feature Selection de scikit-learn. Alors, comme d'habitude, dans ce module, on va retrouver différentes choses, des transformers, ainsi que des fonctions. Parmi les transformers, on va tout d'abord parler de variance threshold. C'est donc le transformer qui permet de sélectionner les variables selon leur degré de variation, c'est-à-dire selon leur variance. Ensuite, nous verrons les transformers qui permettent de sélectionner nos variables à partir des tests statistiques comme le test de Key2, le test de ANOVA, tous ces tests de dépendance. Parmi ceux-là, on retrouve Select K-Best, c'est celui qu'on verra dans cette vidéo, ainsi que Select Percentile, qui est très utile. Et bon, les autres sont un petit peu dans le même esprit, je vous laisserai les explorer de votre côté. Ils font à peu près la même chose. Et pour finir, nous verrons les transformers qui permettent de sélectionner les variables les plus importantes à partir des coefficients d'un modèle qui a été pré-entraîné sur tout le dataset. Pour ça, le plus important, c'est Select From Model, mais il existe également RFE et RFE-CV, ces deux-là étant des transformers qui font une sélection récursive de nos variables. On les verra tous les trois dans cette vidéo. Donc voilà pour les transformers. Ensuite, en dessous, on a des fonctions mathématiques qui sont en fait des tests de dépendance. Donc on va retrouver Key2, le test de ANOVA, tout ce qui est utile pour travailler sur des problèmes de classification. Et ensuite, en rouge, je vous ai mis les tests qui sont utiles pour les problèmes de régression. Donc on va retrouver les corrélations de personnes et tout ce genre de choses. Pour commencer, nous allons parler du transformer variance threshold. Celui-ci calcule la variance de toutes les variables de votre dataset, puis élimine les variables dont la variance est inférieure au seuil que vous définissez. Le but de cette opération est d'éliminer les variables qui ne varient que très peu, voire pas du tout. Parce qu'en effet, à quoi ça nous sert d'avoir une variable si elle ne varie pas? C'est-à-dire si c'est une constante? Bah, à rien du tout. Comme je l'ai indiqué ici, pour effectuer des prédictions, un estimateur a besoin d'informations qui varient en accord avec la target. Donc, si vous entraînez un modèle de machine learning à prédire le prix d'appartements qui sont tous exclusivement situés à Paris, alors il est plutôt déconseillé de fournir à votre machine le fait que tous ces appartements soient à Paris. Premièrement, c'est inutile, et deuxièmement, ça peut même dégrader la performance de votre modèle si jamais vous lui fournissez un appartement qui vient d'une autre ville, par exemple Marseille. Alors le modèle va se dire « Waouh, il y a un changement dans la colonne ville, mais je ne sais pas comment interpréter ce changement, je n'ai jamais vu de changement dans cette colonne lors de mon apprentissage, donc je ne sais pas quoi faire. » Voilà, donc je pense que vous avez plutôt bien compris avec cet exemple. Donc maintenant, pour vous l'illustrer sur un dataset réel, comme le dataset des fleurs d'iris, on peut voir, en affichant nos différentes variables, que certaines variables varient pas mal, comme par exemple la variable petal length, ici en vert, et d'autres variables bougent beaucoup moins, comme par exemple la variable sepal width. On peut voir que celle-ci est toujours comprise entre 3 et 4, tandis que la variable verte, petal length, passe de 1, 2 à 4, 5 à 5, 6. Voilà. Donc ce qu'on pourrait faire, ça serait d'utiliser le transformer variance threshold afin d'éliminer la variable orange si toutefois elle est inférieure au seuil de variance que vous définissez. Donc avant toute chose, je vous propose de calculer les variances de tous nos signaux. Donc pour ça, on va y écrire x.var. Et donc ça nous donne, oui, alors il faut bien sûr préciser un axe. Donc on va dire axis égale 0. Et donc ça nous donne la variance de chacune de nos variables. Donc la première variable qui est donc sepal length a une variance de 0,68, sepal width 0,18, etc., etc.
Donc, à partir de là, on peut créer un objet selector qui va être notre transformer, donc qu'on va appeler depuis la classe variance threshold, dans laquelle nous allons définir un seuil threshold égal à, par exemple, 0,2, comme ça on va éliminer cette variable. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser fit transform. Et donc, on se retrouve avec le résultat suivant. Donc, notre colonne sepal width, ici en orange, a été filtrée. Alors, c'est pas très visible dans notre tableau, je vous l'accorde. C'est pourquoi l'ensemble des transformers qu'on va voir dans cette vidéo ont tous une méthode un petit peu spéciale, en plus des méthodes habituelles, fit, transform, etc. C'est la méthode getSupport. Donc, cette méthode getSupport nous retourne un tableau NumPy rempli de booléens qui nous indique quelles sont les variables qui ont été sélectionnées. Donc, la première variable de notre tableau, c'est-à-dire sepal length, a été sélectionnée, la deuxième non, la troisième oui, et la dernière également. Et comme c'est un tableau booléen, on peut s'en servir pour faire du boolean indexing, par exemple. Pour rappel, en fait, dans notre tableau iris, on a quelque chose qui s'appelle feature name, qui nous retourne la liste de nos différentes variables du dataset fleur d'iris. Donc cette liste, on pourrait la mettre dans un tableau NumPy en écrivant np-array de feature names. Et donc ensuite, tout ce qu'il faut faire, c'est utiliser selector.getSupport pour retourner les variables qui ont été sélectionnées. Donc sepal length, petal length et petal width. On peut remarquer que la variable sepal width n'a quant à elle pas été sélectionnée. Donc voilà un premier transformer très utile pour faire de la sélection de variables avec scikit-learn. À présent, nous allons voir une technique qui est en général bien plus puissante et bien plus efficace que celle qu'on vient de voir, c'est la sélection de variables basée sur les tests de dépendance. Pour ça, on dispose de beaucoup de transformers dans scikit-learn, mais le plus simple à comprendre et sans doute le plus efficace, c'est encore select k-best. Ce transformer sélectionne les k variables x dont le score de test de dépendance avec y est le plus élevé. Donc vous savez, en statistique, il existe beaucoup de tests de dépendance différents. On a le test de Key2 pour comparer des variables catégories à l'ensemble, on a le test de ANOVA, on a les corrélations de personnes, on a beaucoup de tests différents. Tous ces tests, on peut les retrouver dans le module Feature Selection. C'est ce qu'on a vu au début de la vidéo. Donc on a Key2, F-Classif, dans lequel on va retrouver ANOVA, etc., etc. Quand on utilise un de ces tests, par exemple le test de Key2, dans lequel on va faire passer X et Y, ça nous retourne deux tableaux NumPy. Dans un premier tableau, on va retrouver le score du test Key2. Donc c'est le score statistique. Plus il est élevé, plus il y a une dépendance entre notre variable dans X et la variable Y. Donc ici, on peut voir que Y dépend beaucoup de la troisième variable de X. On a un score de 116. Ensuite, dans le deuxième tableau, on retrouve les p-values, les valeurs p, les valeurs de probabilité. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails pour cette vidéo, parce que ça serait un petit peu hors sujet, mais je ne manquerai pas de faire une vidéo très détaillée sur les tests de dépendance, les p-values, etc. à l'avenir. Voilà. Donc maintenant, revenons à select k-best. Ce que va faire ce transformer, c'est de sélectionner les variables dont le score statistique, c'est-à-dire dont la valeur du premier tableau est la plus élevée. Donc si par exemple nous créons un de ces selectors pour une valeur k est égale à 1, avec un test de Key2, alors ce selector ne va nous retourner qu'une seule variable parmi toutes les variables disponibles dans notre dataset X. Et au passage, lorsqu'on utilisera fit transform, ici, il faudra faire passer à la fois x et à la fois y. Bah oui, puisque pour faire son test de Key2, il a besoin d'utiliser x et y. Donc, comme on peut le voir, ça nous retourne une seule variable. Et cette variable, c'est la troisième variable de notre dataset, puisque c'est celle où le score est le plus élevé. Donc, comme tout à l'heure, on peut vérifier ça en utilisant la méthode getSupport de notre objet. Donc on fait selector.getSupport et ça nous donne false, false, true, false.
Voilà, exactement comme tout à l'heure. Donc cette fois-ci, si on utilise une valeur k égale à 2, alors les mêmes scores de tests qui 2 vont être calculés, et ça va nous retourner cette fois-ci donc 116, puis, alors 10, 3, 67. Voilà, on va vérifier ça, donc ça sera true et true. Vérifions, voilà. False, false, true, true. Voilà, tout est bien. Donc voilà, on a ici un transformer extrêmement pratique, qui fonctionne avec un peu tous les tests de dépendance qu'on pourrait imaginer, donc Key2, ANOVA, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est à vous d'utiliser le bon test de dépendance en fonction du problème sur lequel vous travaillez, puis ensuite, c'est à vous de choisir quel transformer vous désirez utiliser pour sélectionner au mieux vos différentes variables. Par exemple, select k-best va sélectionner les k variables qui ont le score le plus élevé, comme on l'a vu. Mais ensuite, vous avez select percentile qui va sélectionner non pas les k variables, mais toutes les variables qui sont au-dessus d'un certain pourcentage de score. Ensuite, vous avez pas mal de transformers qui vont sélectionner non pas les variables selon leur score de dépendance, mais selon leur p-value. Donc voilà, vous avez tout un éventail de possibilités en ce qui concerne ces transformers. Pour finir, nous allons parler d'une dernière technique de sélection de variables. Celle-ci consiste à pré-entraîner un estimateur à partir de tout notre dataset, puis d'examiner ses coefficients pour ensuite conclure quelles sont les features, quelles sont les variables les plus importantes pour l'estimateur qu'on a entraîné. Si vous avez du mal à visualiser comment une telle chose fonctionne, vous en faites pas, je vous explique. Imaginez qu'on ait deux variables, x1 et x2. Et avec ces deux variables, on cherche à construire un modèle pour prédire la valeur de y. Il se trouve que quand on observe y en fonction de x1, on obtient une superbe droite, modèle linéaire parfait, super. En revanche, quand on observe y en fonction de x2, il a l'air d'y avoir aucune corrélation, rien du tout. x2 est un petit peu inutile. Par conséquent, si on développe un modèle vraiment très simple, du type f de x1, x2 est égal à ax1 plus bx2, alors on va sûrement obtenir quelque chose du type a est égal à 1 et b est égal à 0. Donc, en observant nos coefficients a et b, leurs signes, leurs valeurs, est-ce qu'ils sont grands, est-ce qu'ils sont petits, on va réussir à comprendre quelles sont les variables qui sont les plus importantes, les plus utiles pour notre modèle. En l'occurrence, x1 est super important, x2, pas très important. Donc bien sûr, pour utiliser cette technique dans nos transformers, il faut faire appel à un estimateur qui développe soit des coefficients, comme par exemple les réseaux de neurones, ou bien les modèles linéaires, soit qui calcule l'importance des variables pendant leur création, comme par exemple les arbres de décision, les random forest, ce genre de modèles. Là où vous ne pourrez pas utiliser ces transformers, ce sont sur des estimateurs, comme par exemple les k-nearest neighbor. Ceux-là sont complètement incompatibles parce qu'ils ne développent jamais de coefficients, ce ne sont pas des modèles paramétrés, mais ce sont des modèles qui retiennent en mémoire tous les échantillons que vous leur avez fournis. Donc pour reprendre l'exemple des fleurs d'iris, nous allons développer un transformer select from model en utilisant un estimateur, par exemple SGD classifier, que l'on va initialiser avec random state égale 0. Cet estimateur sera donc entraîné sur XY, il aura donc développé des coefficients. Et ensuite, pour sélectionner les variables les plus importantes, il va falloir utiliser un threshold, encore une fois, qui va dire, par exemple, eh bien, on veut sélectionner les variables pour lesquelles les coefficients sont au-dessus d'une certaine moyenne de tous les coefficients. Donc on peut utiliser la moyenne, ou bien on peut utiliser la médiane. Il y a différentes techniques, elles sont toutes disponibles dans la documentation. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description. Par exemple, ici, on pourrait choisir threshold est égal à, par exemple, la mean, pour juste cet exemple. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à développer notre transformer. Donc pour ça, on va utiliser la méthode fit_transform, comme d'habitude, dans laquelle on va faire passer x, y. Pourquoi XY? Eh bien parce qu'au début de notre transformer, nous avons un estimateur qu'il faut entraîner. Donc cet estimateur SGD classifier a besoin de X et de Y pour développer ses coefficients. Et donc ce qu'on va obtenir, c'est
le résultat suivant. Donc on dirait que 2 variables ont été sélectionnées sur les 4. Bien sûr, si on veut savoir desquelles il s'agit, on va comme tout à l'heure faire appel à la méthode getSupport, et donc on voit que ce sont les 2 dernières. Mais maintenant j'aimerais faire quelque chose d'un petit peu plus intéressant avec vous. J'aimerais voir quels sont les coefficients qui ont été trouvés par notre estimateur SGD Classifier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire selector.estimator. Donc on va chercher l'attribut estimator de notre transformer. C'est possible de faire ça pour cette classe de transformer, parce qu'il s'agit en réalité d'un méta-transformer. Vous n'avez pas besoin de retenir ce terme, hein, c'est juste pour votre culture scikit-learn. C'est-à-dire que c'est un transformer dans lequel on va aussi trouver une fonctionnalité d'estimator. Donc une fois qu'on a accès à notre estimator, regardez ce qui se passe là, c'est boum, on a notre estimator, SGD Classifier. Et cet estimator, comme tous les estimators qui développent des coefficients, il dispose lui-même d'un attribut qui s'appelle coef. Et donc on peut ainsi voir les différents coefficients qui ont été développés par SGD Classifier. Et là, vous pourriez peut-être vous dire, ok, ils sortent d'où tous ces coefficients? Eh bien, c'est là qu'il faut un petit peu connaître les algorithmes de machine learning. Voilà, il faut comprendre un peu l'algèbre linéaire qui se cache en dessous de la descente de gradient stochastique, chose qu'on avait déjà vue sur cette chaîne YouTube. Et vous vous rappelez sans doute qu'on travaille avec des matrices dans tous ces cas-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que ici, on a d'un côté une matrice X qui est de dimension 150 lignes et 4 colonnes. On a 4 variables. De l'autre côté, Y, alors si on regarde simplement sa shape, c'est 150 lignes. Mais le nombre de classes que l'on a dans Y, il est égal à 3. On a 3 classes. Donc, pour bien comprendre ce qui se passe, j'ai ressorti avec moi la tablette. Ça vous avait manqué ça, hein? On a d'un côté une matrice X dont les dimensions sont 150 par 4. Voilà, on a 150 échantillons, 4 colonnes, 4 variables. Donc ça, c'est notre matrice X. Cette matrice, on veut la transformer avec un algorithme de machine learning pour obtenir une matrice Y dont les dimensions sont 150 lignes, puisqu'on va faire 150 prédictions, et 3 colonnes, puisqu'on a 3 classes, 3 possibilités qui ont été encodées en one hot, dans lesquelles on peut avoir notre prédiction. Comment est-ce qu'on fait en mathématiques pour transformer une matrice 150 par 4 en une matrice 150 par 3? Eh bien c'est très simple, il suffit de multiplier cette matrice 150 par 4 par une matrice 4 fois 3. Du coup, petit calcul matriciel, les 4 sont éliminés et on se retrouve avec 150 fois 3 de l'autre côté. Voilà, calcul matriciel élémentaire. Ça veut donc dire que le vecteur paramètre θ, ou la matrice paramètre θ qui se situe ici, est donc une matrice de 4 lignes et 3 colonnes. Ou bien 3 lignes, 4 colonnes, ça dépend de comment on a exprimé notre problème à la base, si on a utilisé des transposés, etc. Voilà donc pourquoi on se retrouve ici avec une matrice coefficient dont les dimensions sont de 3 par 4, ou 4 par 3, c'est un petit peu la même chose. Nos colonnes correspondent donc aux coefficients qu'on a pour les différentes variables, et nos lignes aux coefficients qu'on retrouve pour chaque classe de Y. Donc ce qui va se passer, c'est que notre transformer select from model va calculer la moyenne de tous nos coefficients selon leurs variables. Donc il va calculer la moyenne de 8, moins 5 et moins 81, il va calculer la moyenne de 27, moins 58, moins 75, etc., etc. Puis, il va sélectionner les variables qui sont au-dessus de la moyenne de tout ça. Autrement dit, on se retrouve avec quelque chose comme ceci. Donc, on fait mean axis égale 0. Donc voilà, ça, ce sont nos différentes moyennes. Puis, il va calculer la moyenne de ces différentes moyennes. Donc, on fait point mean. Et donc, on voit que la moyenne, elle est de moins 0,97 et il va sélectionner toutes les variables qui sont supérieures à cette variable, à cette valeur. C'est-à-dire que moins 26, c'est en dessous, on ne le sélectionne pas. Moins 35, c'est en dessous, on ne le sélectionne pas. 37, c'est supérieur. Et 19, c'est supérieur. Donc, on sélectionne ces deux variables
ce qui nous amène au résultat suivant. False, false, true, true. Voilà, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc n'hésitez pas à faire une petite pause. On va parler du dernier transformer dans une minute. Mais j'ai remarqué que mes vidéos, elles étaient un petit peu rapides de temps en temps. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'aide à mieux comprendre vraiment si, en effet, mes vidéos vont trop vite ou pas. Parce que j'ai besoin de votre feedback. Donc là, je fais une petite pause. On souffle un peu. Et maintenant, on va parler d'un dernier type de transformer. Ce sont les transformers qui nous permettent de sélectionner des variables en se basant sur les coefficients d'un estimateur, mais en entraînant cet estimateur à chaque fois en boucle. C'est-à-dire ce sont des sélecteurs récursifs. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc, dans le module Feature Selection de Scikit-Learn, on trouve deux derniers transformers qui nous permettent de sélectionner des variables de façon récursive. Le premier, c'est RFE, qui signifie Recursive Feature Elimination, et le deuxième, c'est RFE-CV, qui est exactement la même chose, sauf qu'il utilise la cross-validation pour faire l'entraînement puis l'évaluation de ces modèles. Le principe est quasiment identique à celui qu'on vient de voir juste avant. On va donc entraîner un estimateur sur notre dataset, on va examiner ses coefficients, puis on va éliminer une ou plusieurs variables, celles qui sont les plus faibles pour cet estimateur. Ensuite, avec les variables qui nous restent, on va réentraîner cet estimateur, examiner ses coefficients, puis éliminer encore une fois une ou plusieurs variables, celles qui sont les plus faibles. Et ainsi de suite, on entraîne un estimateur, on élimine les variables, on réinjecte les variables qui nous restent dans l'estimateur, etc., etc., jusqu'à avoir un nombre de variables qui nous satisfait. Donc, je vais vous faire une petite démonstration avec la classe RFE-CV, dans laquelle on va pouvoir utiliser pas mal d'arguments qu'on n'a pas utilisés jusqu'à présent. Donc, on va tout d'abord sélectionner un estimateur. Pour faire simple, je vais garder le même que tout à l'heure, c'est-à-dire SGD Classifier. Après quoi, nous allons définir un nombre de variables à éliminer à chaque itération. Donc, ça va se faire avec la variable step. C'est-à-dire qu'une fois que le modèle aura été entraîné, on va examiner ses coefficients et on éliminera simplement une seule variable, celle qui sera la moins importante. Donc on va faire step égale 1, et si on voudrait en éliminer 2, on écrirait 2, si on voulait en éliminer 3, on écrirait 3, etc. Par exemple, je vais écrire 1. Puis ensuite, on peut utiliser l'argument minimum features to select, qui nous permet d'indiquer combien de variables on désire avoir à la fin de notre algorithme récursif. Donc par exemple, on pourrait dire qu'on veut au minimum en avoir 2, voilà. Et pour finir, on désigne, dans le cas de RFE-CV, un nombre de splits pour notre cross-validation. Par exemple, CV égale 4. Ensuite, une fois qu'on a défini notre transformer, on peut l'entraîner avec la méthode fit ou bien la méthode fit transform, après quoi il est possible d'utiliser deux arguments très intéressants, l'argument ranking et l'argument grid score. Donc le premier, l'argument ranking, va nous permettre de voir le classement final de nos différentes variables. Donc ici, on peut voir que nos trois dernières variables occupent toutes la première place, elles sont ex aequo en termes d'importance, tandis que la première variable de notre dataset est à la deuxième place, donc elle a forcément été éliminée par notre algorithme. Bien sûr, là c'est le hasard des choses qui fait qu'on se retrouve avec trois variables à la première position, mais lorsque vous aurez des datasets beaucoup plus larges, eh bien, vous allez vous retrouver avec des classements qui commencent à 10, 9, 8, 7, 6, etc. Et parfois, vous terminerez avec deux variables qui occupent la première position, selon le nombre minimum de features que vous voulez sélectionner. Ensuite, le deuxième argument qui est très intéressant, comme je vous disais, c'est l'argument grid score, qui, quant à lui, nous indique le score de SGD Classifier à chaque itération de notre RFE-CV. Donc ça nous indique que la première fois que SGD Classifier a été entraîné, c'est-à-dire sur toutes nos données, nos 4 variables, il a obtenu un score de 80%. Ok. Ensuite, il a éliminé une première variable. Il a été réentraîné et il a obtenu un score de 84%. Ensuite,
il a encore éliminé une variable, et il s'est retrouvé avec un score de 77%. Donc là, il s'est dit, ah, non, là, on diminue notre performance, donc la variable qu'on vient d'éliminer, il vaudrait peut-être mieux pas l'éliminer. Donc on va la garder, on va la remettre dans le lot, et c'est pour ça qu'on termine avec un nombre minimum de features qui n'est pas égal à 2, mais qui était égal à 3. Et voilà, c'est donc comme ça que cet algorithme fonctionne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le module Feature Selection de Scikit-learn. J'espère beaucoup que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, merci de me soutenir en laissant un petit commentaire. Vous pouvez également me soutenir en rejoignant ma page Tipeee sur laquelle je laisse 2-3 petits bonus. Je vous invite également à rejoindre notre communauté sur Discord. Et voilà, merci de vous abonner, merci de partager cette vidéo avec un ami. Quant à moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.